Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Célébration ce mardi de la Journée internationale d'éthique et de la société de l'information. L'événement est marqué au Bénin par une série de communications sur les enjeux d'éthique pour l'entrepreneuriat. La chirurgie pédiatrique d'Afrique, à l'heure de l'évaluation des techniciens réunis à Cotonou, échange sur les difficultés, les progrès et les défis liés à la pratique de cette spécialité. Et puis, quel point peut-on faire du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin dans la perspective de valoriser les musées? Patrick Dossou nous édifiera dans son magazine. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons par cette actualité célébration de la Journée internationale d'éthique et de la société de l'information. Le Bénin n'y est pas resté en marge. L'événement a eu lieu au Palais des Congrès à Cotonou à travers une série de communications sur les enjeux d'éthique pour l'entrepreneuriat. Thème de cette journée, l'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique au service du progrès social. Alain Dossurvo pour le point. La célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser le public sur les opportunités que l'utilisation de l'Internet peut offrir dans le domaine social ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Le thème choisi cette année pour cette occasion vient d'ailleurs à propos, à savoir l'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique au service du progrès social. Les manifestations de ce jour vise à offrir un creuset d'échange à tous les acteurs impliqués dans l'entrepreneuriat dans le domaine des TIC qui jouent un rôle déterminant pour assurer une croissance économique et inclusive. En procédant à l'ouverture de la dite journée, le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication a insisté sur le programme d'action du gouvernement qui prône la promotion des incubateurs et des projets les plus innovants dans le domaine d'éthique. Les manifestations entrant dans le cadre de cette journée permettront notamment de faire connaître et mettre à leur profit les stratégies et initiatives pertinentes prises au niveau national pour accompagner les entrepreneurs dans le domaine d'éthique. Plusieurs communications sont prévues dans le cadre de cette journée sur les enjeux de l'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique. Comme résultat attendu, la constitution d'un réservoir important de nouveaux emplois dans le domaine d'éthique et la mise en œuvre d'une dynamique permettant aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d'appuis institutionnels. Autre actualité, œuvrer à la préservation de la vie de l'enfant, c'est la mission première de la Société africaine de chirurgie pédiatrique qui a ouvert ce matin au Palais des Congrès à Cotonou son 5e congrès, la chirurgie pédiatrique d'Afrique, hier, aujourd'hui et demain. C'est le thème de cette assise scientifique. Moi, c'est ça, Samoïmon et Clotaire Weko pour le point. Aux questions préoccupantes d'accès difficile aux soins de santé primaire sur notre continent viennent s'ajouter les questions de mortalité néonatologie. Et c'est tout l'intérêt de la tenue de ce 5e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique, aux occasions d'échanger, d'approfondir les connaissances et expériences autour des pathologies chirurgicales infantiles, les malformations congénitales, les affections liées à la néonatologie et les équipements médicaux adéquats à l'exercice de la chirurgie pédiatrique. L'objectif surtout étant d'inverser sensiblement la tendance de 7 000 enfants de moins de 5 ans décédés chaque jour sur le continent selon le rapport OMS-UNICEF 2014. Des chiffres nous interpellent. La mortalité des moins de 5 ans est de 115 décès pour 1000 naissances. La mortalité périopératoire, surtout des urgences digestives, reste très élevée dans les pays en développement. Elle serait de 5,5% chez l'enfant à Cotonou. Pour sauver donc la vie, nous devrions nous engager pour la survie de l'enfant par des actions hardies visant à réduire la mortalité infantile. Il est alors indispensable pour nous de promouvoir la formation des chirurgiens pédiatres, des praticiens hospitaliers et paramédicaux pour une prise en charge chirurgicale adéquate des affections chirurgicales de l'enfant,
à travers la tenue régulière de telles assises. Qu'en est-il de la chirurgie pédiatrique, où les chirurgiens pédiatres se comptent au bout des doigts d'une main, pendant que les enfants représentent 55% de la population? Nous devons donc nous réjouir des objectifs que s'est fixés la Société africaine de chirurgie pédiatrique, qui veut renforcer les capacités nationales et africaines de prise en charge des affections chirurgicales de l'enfant. Ainsi donc, elle s'engage à apporter au pouvoir public sa contribution à la mise en œuvre de politiques pertinentes de recherche, d'enseignement en chirurgie pédiatrique et de soins de qualité à l'enfant, dont la diminution du taux de mortalité est un gage pour la survie de l'humanité. Cette assise scientifique regroupe des médecins 5 étoiles venus de 11 pays d'Afrique et de France afin qu'un enfant qui voit le jour atteigne l'âge adulte. Et sur ce même registre de la santé, présentation officielle de la stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de santé OMS avec le Bénin. Ce document élaboré par l'OMS vise à garantir l'accès universel aux services de santé de qualité d'ici 2030. La cérémonie de présentation a eu lieu aujourd'hui à Cotonou. Wizandribla, Ibrahim Lawani. La stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de la santé avec le Bénin pour la période 2016-2019 marque la pertinence de l'appui technique de l'OMS au secteur béninois de la santé. Ce précieux document représente pour nous un contrat entre le Bénin et l'OMS et servira de base à la planification et au plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles en faveur du secteur de la santé en vue de résultats probants au profit des populations béninoises. En lien avec les priorités stratégiques consignées dans le plan national de développement sanitaire 2009-2018 et le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2014-2018, ce document prend aussi en compte les conclusions du dernier forum national de décembre 2015 sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD. S'inspirant des deux premières générations, cette nouvelle version de la stratégie de coopération des pays membres de l'OMS tient compte du rôle que jouent les différents partenaires techniques et financiers dans la fourniture d'un appui au gouvernement du Bénin. Je voudrais souligner dans ce document l'établissement des priorités sanitaires dans notre pays conformément à notre plan de développement sanitaire. Je peux retenir la lutte contre les maladies non transmissibles, la lutte contre les maladies transmissibles, le renforcement du système de santé et également l'amélioration de toutes les stratégies de coopération avec nos partenaires et surtout avec l'Organisation mondiale de la santé. À travers cette stratégie de coopération, l'OMS s'engage à accompagner le ministère de la Santé pour les 5 prochaines années. Parlons politique dans cette édition. La commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles n'est pas représentative des différentes forces vives du Bénin. C'est l'avis de la Convention patriotique des forces de gauche sur cette équipe d'une trentaine de membres installés le 6 mai dernier par le président Talon. Écoutons un extrait du point de presse tenu ce mardi par la Convention patriotique des forces de gauche au micro de Patrick Benou et Ibrahim Lawani. La commission installée le 6 mai 2016 n'est qu'une commission gouvernementale, pour ne pas dire purement présidentielle. Tout laisse voir que cette commission n'a pour d'autre mission que d'avaliser les propositions de réforme politique et institutionnelle inscrites dans le programme du candidat Patrice Talon et rien de plus. Mais le plus important, c'est que les principaux acteurs de la vie sociale de notre pays sont écartés de la participation à la prise de décision capitale pour le devenir immédiat de notre société. Je veux citer par exemple ici les hommes des médias, les financiers, les travailleurs à travers leurs organisations syndicales, etc. Qu'y a-t-il de mieux que de faire participer les acteurs eux-mêmes, représentants des différents corps du peuple, réunis en une assise spéciale, politique, pour procéder ensemble à l'analyse des maux qui ont miné notre régime démocratique et l'ont conduit à sa faillite? Qu'est-ce qui a pu intervenir
pour qu'on arrive aujourd'hui à vouloir se limiter à une réforme politique à minima. Autrement dit, l'élection du président Patrice Talon a-t-elle brusquement fait disparaître la crise généralisée du système reconnu par tous? Il ne s'agit pas ici de procéder à des réformettes de façade qui apparaîtront bien vite comme de la pommade passée sur une plaie gangrénée. Une constitution n'est pas d'abord l'affaire des techniciens. Une constitution est d'abord l'affaire d'un peuple dans toutes ses composantes. Une constitution technique vient après que le peuple ait défini le type de changement qu'il veut pour le pays. On prend la direction de nos collèges et lycées. Encore quelques semaines et les épreuves écrites du baccalauréat se tiendront. Candidats et enseignants s'activent avant l'échéance du 20 juin. Dans quel état d'esprit Samuel Adimi et Monique Toron se sont intéressés à la question? Voici leur reportage. À quelques semaines du bac, une évaluation sommative pour jauger le niveau de préparation de ces candidats. Leur état d'esprit est plutôt au beau fixe. Oui, bon, il n'y a pas de souci, je crois. En tout cas, on a foi en Dieu et ça ira. Les conditions sont pas mal, mais on essaie quand même. Ça ira, je crois. Dans cette dernière temps-ci, il y a eu un peu de grève et les professeurs sont un peu en train d'accélérer le cours. Donc on essaie de gérer, d'apprendre et de veiller, sinon on n'a pas le choix. Cela empêche nos heures de révision aussi. Ouais, non. Dans les temps qu'il faut pour réviser les cours, donc on prend ce temps pour venir au cours. Ouais, tout ça là. Ah, concernant mon cas, moi je suis déjà prêt pour le bac. Ici au collège Sourouléré d'Akbakba, l'administration s'investit dans les préparatifs. Le compte à rebours est enclenché, les dernières semaines sont précieuses. Nous leur avons dit de tout faire pour mettre à profit le peu de temps qui reste. Parce que c'est un moment précieux. C'est le moment où il faut vraiment prendre la clé des examens auprès des professeurs. Nous le leur avons expliqué. Et pour nous, au niveau de l'administration, c'est le moment plus que jamais d'être proche de ces candidats-là. Nous faisons des descentes de temps en temps pour leur dire que c'est des examens. Le BEP, c'est un examen, le bac, un examen. Ce n'est pas un concours. L'élève moyen doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Situation plutôt à contrario au collège Akbakba Centre. Le moral de l'encadrement académique est plutôt entamé. La question de subvention des établissements publics plombe les travaux des jours d'avant-examen. Ça va mal. Ça va très mal. À ce jour, nous n'avons pas les subventions. Au cours de cette année scolaire, on nous apprend que les filles du second cycle ne doivent pas payer la contribution. Vous nous voyez là, vous êtes venus chez nous, nos enfants sont en évaluation. Mais ça a été très difficile d'organiser ces évaluations-là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été comme sacrifice pour mettre les enfants en situation d'évaluation. Que les autorités veuillent regarder du côté de l'école. Ça ne va pas. Le bac, c'est dans un peu plus de mois. Le regard des autorités peut encore sauver ce qui peut l'être. Pendant ce temps, les candidats, eux, peuvent toujours affûter leurs âmes avant le 20 juin prochain. Marquons un arrêt dans nos musées, les musées béninois qui sont gratuitement ouverts au public ce 18 mai. Le message donc du ministre, les musées qui sont donc gratuitement ouverts au public ce 18 mai, c'est du moins la nouvelle importante annoncée par le ministre de la Culture et du Tourisme à l'occasion de la Journée internationale des musées édition 2016, la 40e opportunité saisie par Anjonkoué pour faire son message sur le thème de l'année musée et paysage culturel. Il est au micro ORTB de Yves Agodopessi et Patrick Diossou. Pour la célébration de cette année, le Conseil international des musées a retenu pour thème musée et paysage culturel afin de concilier les musées et le patrimoine naturel à caractère culturel. Je voudrais alors, à l'image du Conseil international des musées, vous inviter à conserver, à sauvegarder et à promouvoir nos paysages culturels pour en faire de véritables instruments touristiques. Le moment est donc venu pour que les acteurs du monde muséal se mobilisent ensemble pour donner à nos musées une nouvelle dimension, celle orientée vers la préservation et la diffusion de nos valeurs culturelles et naturelles authentiques.
Ce faisant, nous parviendrons à opérer un changement véritablement quantitatif et qualitatif pour le développement de nos territoires avec pour objectif de créer de la richesse afin de réduire la pauvreté, gage d'un développement durable. Cette journée se veut un moment de découverte des institutions muséales au fin de les rendre plus vivantes et plus rayonnantes sans pour autant rompre avec leur mission première. À cet effet, je voudrais inviter tous les professionnels des musées et du patrimoine culturel, tous les amoureux de notre culture et de nos valeurs endogènes, à se joindre aux événements commémoratifs de cette journée afin d'apporter leur contribution aux réflexions sur le bien-être et la survie des musées du Bénin. J'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à visiter les musées nationaux et régionaux de notre pays qui seront ouverts gratuitement au public le 18 mai 2016. Et on reste dans nos musées, le patrimoine culturel matériel et immatériel. Qu'en dit-on lorsqu'on veut revaloriser nos musées? C'est la réponse à cette question qui sous-tend la page magazine qui suit. Yves Godopessi, Patrick Diosso. Véhicule noir à 4 roues, sans moteur, un corbillard qui avait servi jusqu'à l'arrivée à Ouida de corbillards motorisés. En 1972, la mission catholique en a fait don au musée. Juste image pour crier comme phrase SOS, nos musées se meurent. Mais pourquoi? Que dira-t-on de la gestion de ces gardiens du temple de notre histoire? C'est difficile de croire que dans un pays comme le nôtre, où nous avons une grande diversité de cultures, que l'on ait des musées que les touristes hésitent à visiter. Tout simplement parce que ces musées-là ne sont plus aussi viables qu'ils avaient été et ne sont pas aussi viables que les musées des autres pays. Les musées sont comme abandonnés, les musées ont tellement de problèmes que quand on dit que voilà, c'est le ministère du tourisme et de la culture, moi je veux bien savoir ce qui va nourrir ce tourisme-là, si ce n'est pas le patrimoine culturel. Et si le patrimoine culturel est dans cet état aujourd'hui, je pense que la faute est beaucoup plus aux responsables qui ont géré les musées ou le patrimoine en général jusqu'à aujourd'hui. La première gestion est celle des ressources humaines. Le véritable problème, c'est qu'il y a peut-être un peu de manque de professionnalisme de la part de ceux-là que nous avons à la tête des musées, mais il y a aussi que les moyens manquent abondamment pour que ces musées-là puissent trouver beaucoup de souffle et fonctionner comme cela se doit. La deuxième gestion est celle des ressources financières. En ce qui concerne le patrimoine matériel, je crois que beaucoup d'efforts sont faits au jour d'aujourd'hui quand même pour que notre patrimoine matériel soit bien vu et bien apprécié de par le monde. C'est le même effort qui se fait, surtout à travers ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons le milliard ou les milliards culturels. On a connu 10 ans et il y a toutes les fois eu au niveau du Fonds d'aide à la culture une cagnotte financière qui est allouée au patrimoine culturel. Mais Dieu seul sait quel impact cette cagnotte a eu réellement sur le patrimoine culturel. Ceux-là qui sont administrateurs au Fonds d'aide et qui gèrent près de 200 millions pour le patrimoine culturel seul chaque année, ils ne connaissent même pas les musées. La troisième gestion est celle des ressources matérielles de ce patrimoine matériel et immatériel. À Cotonou, les lieux publics tels que la place de l'Étoile Rouge, la place Bulgarie, la place du Souvenir, place des Martyrs, ont des monuments qui devraient être gardés et sauvegardés face aux intempéries et aux péripéties historiques, leur histoire étant un patrimoine culturel immatériel. Et pourtant, il y a des monuments qui sont là, qui ont besoin de restauration, qui sont là, qu'on doit, valoriser. Ils ne savent pas. Et même quand les projets viennent des musées, ils ne prennent pas en considération ces projets-là. De combien de musées dispose actuellement le Bénin Dahomey? Le plus grand musée historique d'Abomey, qui est sur le site des palais royaux, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous avons le musée Alexandre Senois d'Andé, qui est le premier musée national, qui fête même ses 50 ans cette année. C'est à Porte-Novo. On a le musée romain, qui est un musée de site architectural, et c'est toujours à Porte-Novo. On a le musée régional de Nati-Tengou. On a la Stèle. On a aussi le musée de Kaba, deux musées à Nati-Tengou. On a le musée plein air de Parakou.
On a le musée de Quinquinqué, c'est un musée régional aussi. Et on a le musée, par exemple, le musée d'histoire de Ouida. Cri de cœur et coup de gueule pour que nos musées, gardiens de nos souvenirs agonisants, ne périssent point dans la fosse aux oubliettes. Voyons à présent cette assurance donnée aux clients depuis quelque temps. La qualité du pain est décriée au Bénin et après des visites inopinées, l'autorité ministérielle en charge du commerce aurait souligné que 80% de boulangeries ne respectent pas les normes internationales en matière d'hygiène et d'utilisation d'ingrédients appropriés pour la fabrication du pain. Tensi Boulangerie monte au créneau pour se classer parmi les 20% de boulangeries qui produisent du pain sain. Iva Godopessi et Patrick Diosso nous en parlent. Deux agents distributeurs de pain Tensi qui rejoignent le lot de motos garés, alignés tels des baguettes de pain attendant d'être dégustées. Ici, c'est Tensi Boulangerie SA vue de l'extérieur. À l'intérieur, la vue des belles baguettes peut donner l'eau à la bouche et déjà fidéliser tout client bien assuré de savourer du beau pain. La boulangerie Tensi tient à rassurer ses clients sur ses méthodes de travail qui sont humblement aujourd'hui de notoriété publique. Les contrôles du ministère de tutelle se sont toujours soldés par des félicitations et encouragements. Tensi a initié la fête annuelle du pain à travers les journées portes ouvertes avec des ateliers pour enfants, élèves et étudiants qui nous ont permis de vulgariser la recette du pain, farine de blé, sel, eau, levure améliorant. Aucun autre additif. En guise de félicitations, nous avions même reçu la ministre du Commerce de l'époque, Madame Marie-Élise Bédot, venue nous encourager à poursuivre nos efforts au service des consommateurs béninois. Des consommateurs qui peuvent s'aligner pour acheter du bon pain, bien conservé. La direction de Tensi est très soucieuse des conditions de conservation et de commercialisation, voire de la traçabilité de son pain, et donc a investi depuis 3 ans dans des kiosques à pain modernes, en matériel recommandé pour l'agroalimentaire afin d'aider aux bonnes habitudes. À clients exigeants, entreprises exigeantes pour mériter tout prix d'honneur. Tout est alors programmé comme sur du papier millimétré pour le client roi. Notre clientèle privée et professionnelle peut donc continuer à nous faire confiance. Notre boutique principale au siège de Tensi à Bégamé reste ouverte 24/24 comme c'est le cas depuis 6 ans et nos kiosques en ville ouvrent de 6h à 22h tous les jours car nos atouts continueront de faire la différence. Et la différence, c'est cette ponctualité où 2 agents distributeurs venus ensemble peuvent repartir ensemble livrer ce pain hérité de Constantin et de Cyprienne, les parents pionniers de Tensi, une boulangerie qui ambitionne donner le pain quotidien partout, à toutes et à tous. Et on parle religion à présent avec ce SOS au chef de l'État. La congrégation de l'Église protestante méthodiste du Bénin, conférence donne de la voix suite à l'incident du vendredi 13 mai dernier face à la presse. Cet après-midi, l'union des jeunes de cette église a dit sa part de vérité. Elle lance un SOS au chef de l'État, Patrick Benou, Jean-Claude James. À l'origine de ce SOS à l'endroit du chef de l'État, le rebondissement dans la crise au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. L'exécution de la décision de justice les 13, 15 et 16 mai derniers à l'église Béthanie à Akpakpa Centre et à Towita est pointée du doigt. C'est la décision 184 qui est en exécution. Mais la réalité est que cette décision indexait dans le temps quelqu'un qui n'est plus aux affaires. L'ancien président de l'Église, le pasteur Moïse Agboran, qui n'est plus aux affaires. Aucun pasteur aujourd'hui n'est sous son autorité. Alors, à partir de cet instant, il y en a même. Il y a même quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui ne vit plus. Mais nous irons où retrouver celui-là pour qu'il réponde peut-être de ces fautes, si fautes il y avait.
Mais l'autre qui vit bien sûr, mais qui n'est plus le président de l'Église, alors que la justice le condamnait en tant que président de l'Église, mais il irait répondre aujourd'hui en tant que qui? Puisque on ne l'avait pas condamné en tant que Moïse Sagbohan en personne, mais en tant que président de son Église. Celui qu'on est allé déguerpir aujourd'hui, nulle part, vous nous verrez son nom, nulle part. Mais on est allé le déguerpir à la place du pasteur Moïse Sagbohan. Pourquoi? Selon les conférenciers, cette décision serait caduque. Ce jugement est caduque. Et il va falloir que nos juges, avec la lucidité que nous leur connaissons, puissent dire le droit. En l'état actuel, quelle est la suite à donner à cette crise? Notre espoir est dans le Seigneur Jésus-Christ, puisque la justice de Dieu est au-dessus de toute autre justice. Et nous savons également que par toutes les voies légales, nous allons récupérer Béthanie. En attendant la justice de Dieu, le chef de l'État est appelé à la rescousse. Nous voudrions passer par votre canal pour appeler le président de la République au secours. Car nous savons qu'il n'accepterait jamais qu'il y ait trouble juste un mois après son investiture sur le territoire béninois dont il a la charge. Nous savons qu'il n'acceptera jamais qu'il y ait une guerre de religion chez nous. Une séance de prière a précédé cette sortie médiatique. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h la soirée sport et à partir de 22h le feuilleton Les Choix de l'amour et en nouvelle diffusion l'avant-dernier épisode du feuilleton La fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj et prenez déjà le rendez-vous du magazine Dossier du dimanche, le dimanche 22 mai à partir de 21h. Merci pour votre fidélité. À très très bientôt.